mes côtés, M. Louis-Antoine Prat, qui a une collection énorme de dessins. Vous allez pouvoir nous expliquer tout d'abord comment on devient collectionneur de dessins et comment cette passion s'est nourrie au fil du temps. Oui, alors je ne reprendrai pas votre mot d'énorme parce qu'elle n'est pas très grande. En fait, finalement, elle se compose de 220 dessins, dont 184 sont exposés ici au Petit Palais. Vous voyez, c'est pas, ce qui est déjà quand même pas mal. Oui, mais enfin, j'ai connu des collections de 3 000 à 4 000 dessins. J'ai des amis, donc. Mais l'important, il semble que ça vaut plus la qualité que la quantité. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est une collection qui a été constituée effectivement au fil du temps. Mon épouse et moi-même, nous avons commencé en 1974, ça fait très longtemps. Nous avions recueilli une espèce d'héritage à ce moment-là, et on s'est demandé quoi faire avec l'argent. Et comme on était à l'école du Louvre en 4e année, qu'on avait suivi des cours sur le dessin, on s'est dit on pourrait essayer de commencer une collection de dessins. Alors on a commencé à aller à Drouot, à aller au Pulse, à aller chez les marchands. On ignorait à peu près tout du commerce d'art et de Céruse, mais enfin on a fait ce qu'on pouvait. Et on a commencé à acheter des dessins. Puis petit à petit, il nous est apparu qu'une collection n'aurait vraiment de sens et d'intérêt que si elle était limitée dans le temps, dans l'espace et à un genre. Alors on s'est dit on va se limiter au dessin parce qu'on trouvait que c'était, ce qui banalité de le dire, la première pensée, le jet, le moment de la création. Que ces dessins sont des feuilles fragiles, mais qui, lorsqu'elles arrivent jusqu'à nous, correspondent à peu près à l'état où elles étaient quand elles sont nées. Tandis que les peintures anciennes, comme vous le savez, sont très souvent restaurées, entoilées, été vernies, revernies, donc il arrive beaucoup de choses. Les dessins sont plus authentiques, je dirais, au meilleur état. On s'est limité à l'école française parce que c'est ce qu'on connaissait le moins mal, je dirais. L'école italienne est très compliquée. Et puis l'école italienne, si vous voulez des dessins du XVIe siècle, Michel-Ange, Raphaël, Léonard, c'était évidemment inabordable. Donc, pour l'école française, c'était quand même un peu moins onéreux. Et puis, on s'est limité dans le temps en se disant qu'au fond, l'école française commençait vraiment avec les Simon Vouet et Nicolas Poussin, puisque les dessins des artistes français du XVIe siècle sont très influencés par l'Italie, par Rosso, par Matisse, par tous ces artistes que François Ier et Henri II ont fait venir. Et donc, on a commencé vers le tournant du siècle, et puis on s'est dit qu'on allait arrêter à la fin du XIXe siècle, au moment où il y a quand même d'extraordinaires conquêtes graphiques dans le domaine du dessin, avec Seurat d'un côté, avec Cézanne d'un autre, et on s'est dit qu'on arrêtait là, et qu'on n'irait pas jusqu'à Picasso, jusqu'à Matisse, parce que si on voulait avoir des belles œuvres de ces artistes-là, c'était aussi très onéreux. Pas très difficile, parce qu'il y en a beaucoup, mais très, très onéreux. Donc voilà, c'est donc une collection, j'espère un peu homogène, j'espère qu'elle a un sens, et elle est consacrée à 3 siècles de dessin français. 3 siècles de dessin, moi j'ai retenu quelques noms, des personnes dont je ne savais pas qu'elles avaient peint. Charles Baudelaire, Victor Hugo. Pour moi, c'était des écrivains, et là je découvre qui se sont donnés au dessin. Il y a beaucoup d'autres noms, quand on parle de Fragonard et Poussin, comme vous en avez parlé, c'est des noms qui sont connus dans la peinture, mais là je ne m'attendais pas à trouver ces dessins qui ont été faits par des gens que je connaissais autrement. Alors Victor Hugo, si vous voulez, est quand même connu comme auteur de dessins, puisqu'il en a fait 3500, et qu'énormément sont conservés à la Bibliothèque nationale, avec les manuscrits, notamment des Travailleurs de la mer, et puis au musée Victor Hugo. Il a dessiné toute sa vie. Et ce qui est assez amusant, c'est que très vite, des admirateurs comme Baudelaire, justement, ou Gautier, ont trouvé que ces dessins avaient une puissance d'évocation extraordinaire. Et lui ont dit, il faudrait les publier. Et Hugo s'y est longtemps refusé en disant, moi je ne veux pas qu'on regarde mes dessins, je veux qu'on lise mes livres. Il se considérait comme un écrivain, un grand écrivain naturellement. Et il voulait que sa gloire littéraire ne soit pas occultée par sa gloire graphique. Et puis finalement, on a publié un recueil de lui, des gravures d'après les dessins, en 1862, et un recueil qui s'est mal vendu. Alors à ce moment-là, il a dit, j'avais bien dit que ça n'intéresserait personne. En fait, ce recueil s'est mal vendu parce que les dessins de Hugo sont très difficiles à rendre en gravure, sont des dessins au lavis extrêmement subtils, et la gravure ne peut pas rendre ça. Donc voilà, ça c'est. Et puis ensuite, les surréalistes se sont beaucoup intéressés aux dessins de Victor Hugo, et maintenant ils sont extrêmement recherchés. Et nous avons pu en réunir 5 au fil des années. Baudelaire, par contre, c'est un autre cas. Baudelaire est un dessinateur
assez moyen, il faut bien le dire, mais il n'a fait dans sa vie que 30 dessins. Ils sont dûment catalogués. Vous voyez, 3500 d'un côté, 30 de l'autre. Alors ces 30 dessins dûment catalogués sont pour la plupart au musée d'Orsay, ou dans des bibliothèques nationales ou autres. Et nous avons réussi à en trouver 2, qui sont peut-être des portraits de sa maîtresse Jeanne Duval. Baudelaire a été très influencé par le graphisme de Constantin Guis. Vous savez qu'il adorait Constantin Guis, qu'il a écrit sur lui un livre qui s'appelle Le peintre de la vie moderne. Et donc, dans son style graphique, il a un peu imité Constantin Guis. Je vois qu'une de nos collaboratrices a envie de parler avec vous, donc je vais laisser Marie-Laure vous poser les questions suivantes. Monsieur Prat, quelle impressionnante collection que vous avez là, avec un choix et un goût tout à fait incroyable. Alors, première question pratique. Est-ce que la conservation des dessins exige une méthode? Je suppose qu'on évite le soleil, les pastels de le soleil. Est-ce qu'il faut les conserver à plat? Oui, non, alors vous voyez, ils ne sont pas conservés à plat. Chez nous, ils sont encadrés. Disons déjà que les verres les protègent quand ils sont encadrés. D'autre part, il faut effectivement les tenir à l'abri du soleil, puisque les rayons ultraviolets mangent et cassent les fibres du papier. En fait, ce n'est pas le dessin lui-même qui vieillit, c'est le papier, c'est le support. Alors, nous vivons, nous, dans un appartement dont les rideaux sont un peu tirés, il n'y a pas énormément de lumière, et puis nous avons collé des filtres anti-UV sur les fenêtres. Donc voilà, ça permet de vivre avec les dessins accrochés. Donc ils sont accrochés pas du tout comme ici, où c'est réparti de façon très muséale, très large. Ils sont beaucoup plus les uns sur les autres, puisque évidemment, notre appartement est beaucoup plus petit que cette grande salle consacrée ici à l'exposition. Mais bon, il y a encore des gens qui les conservent à plat et au portefeuille. Mais c'est valable si vous en avez énormément. Oui. Voilà. Et puis moi, j'aime bien vivre avec les choses sur mes murs. Alors, est-ce qu'à l'instar dans le film d'Alain Resnais, Muriel Bouton d'un retour, Delphine Seyrig est antiquaire. Et l'un de ses amis fait « Le charme chez vous, c'est qu'on s'endort dans un lit renaissance et qu'on se réveille dans un lit d'art moderne. » Est-ce que c'est un peu ça chez vous? Est-ce que vous changez? Non. Non. Non, c'est un accrochage. En fait, c'est un accrochage sur 3 pièces uniquement. Donc, il y a une pièce où il y a les dessins 17e, une autre les dessins 18e, une autre les dessins 19e. C'est pas très intelligent comme accrochage. Ah, mais j'aime bien. Voilà. Mais par contre, quand un nouveau dessin arrive, ce qui n'est pas tellement fréquent, parce que maintenant nous achetons 1 ou 2 dessins par an, on peut, par rapport à son importance, à sa relation aux autres, changer quelque chose dans l'accrochage. Mais il est rare qu'on change tout. Alors évidemment, en ce moment, c'est très vite chez nous, puisque la plupart des dessins sont ici. Alors, vous avez un dessin dont vous êtes très fier, puisque je crois que le Louvre ne l'a pas. Pourriez-vous nous en parler? Lequel? Parce qu'il y en a beaucoup de là-bas. Le tout premier, quand on rentre à l'exposition, vous donnez-moi 3 de vos chouchous. C'est un peu dur pour une aussi belle famille. Je me demande lequel vous voulez dire, le dessin que le Louvre n'a pas, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses que le Louvre n'a pas. Oui. Ah non, le Poussin, le Louvre a une collection de poussins extraordinaire. Oui, mais vous avez... Mais j'en ai un très beau, voilà. J'en ai un très beau, qui est un enlèvement de Proserpine par Pluton, qui est une étude que Poussin a dû faire à peu près vers 1640, juste avant de partir pour Paris, ou peut-être après 42, juste quand il en est revenu, qui est dans son style très noble, fait avec de la plume et du pinceau et du lavis. Poussin était très sensible au rythme des saisons. Et c'est ce qui illustre ce dessin qui est inspiré des Métamorphoses d'Ovide. L'enlèvement de Proserpine par Pluton, c'est que Pluton l'emmène dans les enfers, où elle reste pendant 6 mois par an. Et pendant ces 6 mois, la mère de Proserpine, Cérès, qui reste sur Terre, la déesse Cérès, pleure et se lamente. Et ça correspond à l'automne et à l'hiver. Et puis au printemps, Proserpine remonte, et à ce moment-là, les fleurs éclosent, et c'est le bonheur, c'est le printemps et l'été. Voilà. C'est toute ma vie comme ma mère me voit. Voilà, exactement. Voilà. Quant au dessin que nous préférons, mon épouse et moi, mon Dieu, je réponds toujours que le dessin préféré, c'est plutôt le prochain. C'est celui qu'on n'a pas encore. Mais évidemment, il y a des dessins qui ont été beaucoup plus difficiles à obtenir que rares, et qui sont peut-être plus difficiles, plus rares que d'autres à obtenir. Et disons que l'aquarelle de Cézanne, la maison hantée de Seurat, la grande scène marocaine de Delacroix sont des choses assez difficiles à obtenir et qu'on a attendu pendant longtemps. Voilà. Mais ce n'est pas toujours les dessins les plus chers qui sont les plus, non, absolument, les plus spectaculaires. En tout cas, je me glisse derrière pour vous rappeler que c'est au Petit Palais, que c'est jusqu'à
jusqu'au 4 octobre. Jusqu'au 4 octobre. Donc, Ça a été prolongé profitez-en. du 14 juillet au 4 octobre. En tout cas, voilà, donc c'est un sacrifice quand même que vous faites, mais merci à vous de cette magnifique collection Merci. et de la passion avec laquelle vous aimez bien faire partager votre passion, et c'est très agréable. Je vous remercie infiniment et on se retrouve, je pense, avec de nouvelles aventures également sur le Petit Palais, qui, je vous fais une confidence, est l'un de mes musées préférés. Voilà, merci infiniment. Merci, madame. Merci beaucoup. Guy. Merci. C'est très bien.